Les décombres fument encore. Il ne reste pratiquement rien de la cantine numérique. Le fief nantais de l'innovation 2.0 a été ravagé par les flammes. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Hier soir, une centaine de pompiers étaient mobilisés dès 20h dans le quartier des Olivettes. À minuit, ils avaient réussi à maîtriser le feu. Ce matin, ils étaient encore une vingtaine à sécuriser les lieux. Ce matin, on a maintenu des moyens pour assurer la surveillance du site et parfaire les petites braises en extinction. Et maintenant, nous procédons avec l'ensemble des personnes qui ont été relogées par la mairie cette nuit à la vérification de leurs appartements pour voir si les appartements peuvent être réoccupés ou pas. Heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. Ce sont les dégâts matériels qui sont considérables. 750 mètres carrés de bureaux ont été détruits, ainsi que les équipements de la vingtaine de start-up installés sur la cantine. Un triste spectacle pour les porteurs du projet. Mon sentiment ce matin, c'est que j'essaie de retenir mes larmes parce que c'est un projet qu'on a monté avec des boîtes du coin, avec un architecte génial. C'est un lieu repère pour toute la communauté numérique. C'est un lieu, comme je dis souvent, on essaie de faire en sorte à ce que ça se voit de la Lune. Et effectivement, il a une âme, ce bâtiment. On est en deuil. En attendant, les professionnels de la cantine ont trouvé refuge dans un bar du centre-ville, le temps de trouver une solution pour se reloger. On va surfer sur justement la générosité et toutes les propositions de relogement qu'on a pu avoir là, depuis hier soir. On a eu plus de 140 entreprises qui ont proposé des hébergements, des solutions temporaires d'accueil pour nos coworkers, pour l'équipe de la cantine. Donc là, l'urgence, c'est de recaser tout le monde le plus rapidement possible. À peine l'émotion passée, vient déjà le temps des assurances et de l'estimation des dégâts. La perte pourrait se chiffrer en millions d'euros. Fillon. Les premiers bulletins ont donné le ton. François Fillon est arrivé largement en tête de ce premier tour de la primaire en Loire-Atlantique. Et hier soir, ses soutiens avaient le sourire. C'est une très grande satisfaction parce qu'en Loire-Atlantique, on est à près de 54% pour François Fillon, donc une majorité absolue. C'est vrai qu'il y a eu ces derniers jours, on l'a senti sur le terrain, véritablement une dynamique dans cette campagne. Je pense que débat après débat, les Français ont compris que son discours était constant. Et qu'il était sur le point de créer la surprise manifestement. Surprise également du point de vue de la participation avec de longues files d'attente au bureau de vote. Selon les estimations de la Fédération Les Républicains, plus de 90 000 électeurs se sont déplacés pour ce premier tour en Loire-Atlantique. C'est une bonne surprise, mais moi j'y vois plutôt un signe positif, c'est que le peuple de droite s'est mobilisé aujourd'hui pour désigner le candidat à la primaire, en tout cas les deux finalistes qui se retrouveront pour le deuxième tour le 27 novembre, donc c'est évidemment une grande satisfaction pour nous. Il est mieux que le représentant de la droite soit élu un petit peu par le peuple et non à l'intérieur du parti. Ça intéresse les gens, on est concernés qu'on soit de droite ou de gauche, parce que voilà, moi je suis de gauche, je viens ici pour voter pour le moins pire. Et parmi les électeurs, beaucoup sont convaincus d'une chose, le vainqueur de cette primaire sera le prochain président de la République. Ils occupaient cet ancien presbytère depuis plus de 2 ans, 80 à 100 personnes, des hommes seuls pour l'essentiel, originaires d'Afrique noire. Leur évacuation s'est faite dans le calme dès 8h ce mardi matin. C'est des migrants qu'on suit depuis longtemps, puisque ça a d'abord été l'occupation du Nu. Après, ils sont restés pendant 2 ans rue de Crucy et ils ont été aussi expulsés de la rue des Stocks fin août, début septembre 2014. Les 55 personnes présentes au moment de l'évacuation ont été accueillies dans un gymnase du quartier d'Oulon avec un récépissé de la préfecture pour être enregistrés et se faire attribuer un logement. Mais entre-temps, d'autres migrants les ont rejoints. Il y en a qui n'étaient pas présents au moment de l'évacuation parce que certains, par exemple, étaient partis au bain-douche, d'autres étaient partis à leur cours de français. Ces gens-là n'ont pas de numéro, n'ont rien. Et là, ça a l'air de poser un petit problème. Ils sont une bonne dizaine apparemment.
Une dizaine tout d'abord, puis 25 personnes, dont une famille avec 3 enfants. Très vite, la tension monte. Les associations ferment les portes du gymnase. Le personnel du service d'insertion est contraint de rester sur place. Le bras de fer commence avec la préfecture, pendant que la police prend position autour du gymnase. Après 1 heure de discussion, le collectif de soutien obtient en partie satisfaction. Le directeur du cabinet du préfet nous disait qu'il pouvait aller jusqu'à 15 places supplémentaires. Et après les négociations, il nous a dit qu'il ferait tout son maximum pour que ceux qui vont se faire enregistrer puissent avoir un logement. Au final, 22 personnes supplémentaires ont pu être enregistrées. Celles qui travaillaient ce mardi matin n'ont pas eu cette chance, comme celles qui sont restées bloquées par la police à l'entrée du site. C'est sous la pluie et en grande pompe qu'a été présenté le tout nouveau bus de la Tanne. 18 mètres de long, d'une capacité de 109 passagers, l'Urbanway va permettre de renouveler les véhicules en fin de vie et de répondre aux besoins supplémentaires de capacité. La CEMITA et la métropole nantaise utilisent ces bus 15 à 20 ans, alors que la plupart des autres villes le font 10 à 15 ans. Mais nous avions là une génération de bus qui était arrivée au bout de sa vie, et donc il fallait les renouveler. Nous avons aussi un autre besoin, qui a besoin d'augmenter notre parc pour satisfaire des demandes nouvelles. Par exemple, la ligne Chronobus C5, qui est saturée à certaines heures et qui a besoin de plus de régularité, de plus de fréquence, mais aussi d'une meilleure capacité. Donc un double enjeu, renouvellement et puis augmentation de la capacité. Climatisation du poste de conduite, siège conducteur à ergonomie renforcée, écran plat de grande taille pour l'information voyageurs, pot d'échappement en hauteur pour préserver piétons et cyclistes. Ce nouveau bus se veut également innovant. Je le trouve bien, puisque ça va être mon outil de travail personnellement, donc je pense qu'on va à l'usage, on va voir comment il fonctionne, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. On a besoin d'investissement dans les nouveaux matériels pour les usagers. Pour nous aussi, le confort de conduite est important parce qu'on se fait mal au dos et aux épaules avec tous les ronds-points et les dos d'âne qu'on a sur le réseau, donc ça fait du bien d'avoir du matériel neuf. Mais je pense que c'est à l'usage qu'on verra le bienfait, le bien fondé de ce véhicule. Avec 80 nouveaux véhicules, c'est un 5e de la flotte qui va ainsi être renouvelé d'ici août 2017. Un investissement de 39 millions d'euros porté par Nantes Métropole. Par conviction ou par nécessité, ils sont nombreux à se lancer dans la création de leur entreprise. Un véritable parcours du combattant avec un point noir pour la majorité d'entre eux, la bureaucratie. C'est extrêmement lourd, je pense qu'on sous-estime le temps de préparation en amont à son idée d'entreprendre. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de dossiers à monter. On jongle entre la CCI, on jongle avec l'expert comptable, on jongle avec plusieurs organismes qui nous disent pas forcément des fois, qui sont pas forcément tout le temps en accord aussi. Ça peut en décourager certains malheureusement. L'auto-entrepreneur, on lui dit tout est facile, mais il est affilié au RSI et quand il va commencer ses premiers pas de chiffre d'affaires, il a beau être super bien accompagné, c'est quand même un gros obstacle financier. Pour les guider, près de 120 exposants, des conférences, des workshops, la possibilité aussi de consulter sur place des avocats ou des experts comptables. Mais en cette année préélectorale, les professionnels du secteur attendent surtout des réformes. Les gens, ils ne savent pas trop où aller, ils picorent, ils sont un peu perdus. Là déjà avec la fabrique depuis plusieurs années, les supporters de la création mis en place par la région, c'est déjà un gros pas en avant. Il nous manque une grosse mutualisation des outils, des moyens. Il faudrait que l'État travaille comme s'il était une entreprise et effectivement se dise qu'il faut un retour sur investissement là et faire en sorte que tous ces gens soient facilités dans leur création d'entreprise, qu'ils aient un discours uniformisé aussi, que le Pôle emploi de Nantes donne la même information que le Pôle emploi de Rennes, par exemple. Mon enquête, c'est pas une enquête criminelle, c'est une enquête de vie. J'ai essayé de raconter sa vie, rappeler qu'elle a été un bébé, une petite fille, une gamine, une ado, jusqu'à une jeune femme sur la voie de l'indépendance. C'est une manière de faire échapper Laetitia à la mort. Laetitia, c'est pas un fait divers, c'est pas comme ça, c'est pas simplement une fille qui a été massacrée un jour de janvier 2011. C'est aussi une fille qui était faite dans la même étoffe que nous tous. Pour moi, c'était très important de venir à Nantes parler de Laetitia. Laetitia est née à Nantes, elle a vécu à Nantes, elle a grandi à Nantes. C'est là où sa sœur jumelle et toute sa famille habitent encore. C'est là aussi où le meurtrier de Laetitia a été jugé en première instance. Et c'était important pour moi de parler de sa vie à l'endroit précisément où elle a vécu. Je pense que peut-être ça lui aurait fait plaisir.
Située dans le quartier d'Hervalières-Zola, sur l'ancien site de Trampolino, la crèche des Premiers Pas offre 45 nouvelles places d'accueil collectif. Elle a ouvert ses portes le 31 août dernier. 200 crèches donc déjà réalisées et 200 encore à réaliser dans le mandat, mais la plupart sont d'ores et déjà prévues et budgétées. Mais au-delà du nombre, ce qui est important, c'est tout le travail d'accompagnement des familles qui à la fois cherchent une place en crèche, mais ça peut être aussi une place chez une assistante maternelle. L'autre sujet, c'est de pouvoir diversifier les modes de garde pour faciliter la vie des familles, tout simplement. Le département de la Loire-Atlantique, pour tous les parents qui attendent une place en crèche, seraient étonnés de se rendre compte que c'est un des départements où il y a le plus de places en collectif. La difficulté, c'est qu'elles sont essentiellement localisées en zone urbaine, avec pour les parents qui sont en milieu périurbain ou rural, une difficulté à l'accueil collectif. Et il faut veiller dans ces cas-là à ce que l'accueil individuel vienne compenser cette demande. Ah, merci. De rien. Le centre multi-accueil des Premiers Pas sera géré par Auteuil Petite Enfance, filiale de la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Nous sommes les gestionnaires, donc l'association Auteuil Petite Enfance, qui est la filiale d'Apprentis d'Auteuil, va gérer cette structure avec une directrice, toute une équipe et l'accueil des familles et des enfants. À Nantes, c'est la première, donc nous sommes très contents de cette ouverture et nous avons une quinzaine d'établissements répartis dans toute la France. La crèche des Premiers Pas fait partie d'un bâtiment regroupant également 57 logements sociaux et 3 locaux d'activité. Les premiers habitants devraient arriver début 2017. Des camions qui prennent le bateau. Une quinzaine ont été embarqués ce jeudi à bord de ce navire. Des camions flambant neufs en provenance de l'usine Scania d'Angers. Ils seront livrés dans les tout prochains jours au Maghreb. Plus besoin de rejoindre le sud de la France par la route. Désormais, les engins partiront par la mer du terminal de Montoir de Bretagne. On a 3 effets. On est sur un modèle économique intéressant. On est sur le mode de l'environnement aussi, on a un impact moindre. Et dernièrement, en termes de sécurité routière, on diminue les trafics qu'on allait sur le sud de la France, etc. avant. Le contrat porte sur 300 à 400 camions par an. Ils seront donc acheminés par la mer 2 fois par mois, au Maroc et en Tunisie, Tanger et Tunis, en moins de 5 jours. Grâce à cette ligne mise en place il y a 4 ans par Airbus, les camions voyageront d'ailleurs avec des éléments de l'A380. La stratégie est de rentabiliser ce service en remplissant au maximum les bateaux de marchandises. On trouve rarement une entreprise seule qui va remplir un navire. C'était le cas au préalable dans le schéma logistique d'Airbus, où Airbus avait ses propres navires. Aujourd'hui, pour certaines de ces lignes, ils ont décidé de les ouvrir à d'autres clients pour justement pouvoir optimiser et mutualiser ce service qui est existant. Sur le chemin du retour, cette ligne permet ainsi de transporter des véhicules Dacia construits à Tanger et destinés au marché du Grand Ouest. Ce service s'ajoute à une autre ligne régulière au départ de Montoir vers Vigo en Espagne.